Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on corrige le sujet CCINP en filière MP pour l'épreuve de sciences industrielles. Le sujet était un sujet relativement simple qui portait sur l'étude d'un robot que l'on va détailler un peu plus tard. L'épreuve durait 4 heures, était, je trouve, largement faisable pour des étudiants de filière MP, tant les parties notamment de dynamique et de automatique, donc l'asservissement, étaient assez classiques. C'est des exercices que tu as peut-être déjà rencontrés au cours de l'année. En tout cas, les méthodes de calcul étaient loin d'être des méthodes qui n'étaient pas entreaperçues dans les différents TD ou sujets d'épreuve récemment tombés. J'avais commencé à griffonner quelques questions que j'avais postées sur les réseaux, les questions 1 et 2, et j'ai rédigé un corrigé de la partie 1 et 2, me semble-t-il, en tout cas de la question 1 à la question 25. Je poursuivrai si nécessaire sur les autres questions, mais c'est pas sûr à 100%. Alors le sujet il porte sur l'étude d'un robot autonome de marquage au sol qui est développé pour répondre à des besoins de tracés précis dans les domaines variés, comme les travaux publics ou les terrains sportifs. Il me semble que la partie 4 faisait l'objet de l'étude de tracé sur un terrain de football. Donc le système, il s'inscrit dans une démarche d'automatisation de tâches répétitives, hein, et il a pour but d'améliorer la précision, la productivité et les conditions de travail. Du point de vue de la mécanique, le robot il repose sur un châssis qui supporte les différents équipements. La mobilité du robot est assurée par 2 roues motrices situées à l'arrière. Chacune est entraînée par un servomoteur qui permet de contrôler avec précision la vitesse. À l'avant, on peut ajouter 1 ou 2 roues folles. On va faire l'étude de cet effet-là. Qu'est-ce que ça a comme impact d'ajouter 1 ou 2 roues folles, assurant la stabilité de l'équilibre du système. Et donc voilà, cette architecture-là, elle va permettre au robot en fait de se déplacer de manière autonome, tout en respectant des contraintes de précision et de stabilité qui sont étudiées dans la partie plutôt acerbe. Dans la partie méca, globalement, c'est une étude de dynamique. Les premières questions, c'est des questions de cinématique assez classiques. Et ensuite, on a une partie dynamique qui est relativement simple. On n'a pas énormément de fantaisie dans ce sujet-là, en tout cas pour la partie méca. On va se lancer gentiment. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde partie par partie les différentes questions et qu'on bascule d'un moment à l'autre à chaque fois entre sujet et corrigé pour qu'on puisse voir les différentes démarches qu'il fallait entreprendre pour répondre de manière assez simple aux questions, d'une manière assez simple aux questions. La première partie était une partie de cinématique qui était l'amorce en fait de la dynamique, des calculs de dynamique qui étaient proposés par le concepteur du sujet. En partie 1.2, on te demande d'étudier des consignes de vitesse des différents moteurs. On te précise que les roues 2 et 3 roulent sans glisser sur le sol. Et donc tu te doutes bien que tu vas devoir exploiter des points de vitesse nuls avec l'hypothèse de roulement sans glissement. Entre la roue 2 et le sol 0 au point ID, entre la roue 3 et le sol 0 au point IG. Avec cette hypothèse-là, tu vas pouvoir exprimer la vitesse de différentes manières et obtenir une relation entre le taux de rotation et les paramètres de vitesse et de géométrie du mécanisme. Ça, c'est un truc assez simple, qu'on voit en général très souvent en TD, que ce soit en première année ou en deuxième année, quand on voit l'hypothèse de roulement sans glissement dans notre cours de cinématique. Ensuite, on te propose d'étudier différentes trajectoires. Trajectoire particulière, c'est le nom de la partie 1.3. Le premier tracé est celui en ligne droite, où le robot va être évidemment en translation rectiligne uniforme. Ensuite, on va te demander d'étudier un tracé en arc de cercle, assez classique également. On va pouvoir te faire utiliser dans un second temps la dérivation vectorielle après avoir vu utiliser la formule de Varignon ou de changement de point à la partie, aux questions 5 et aux questions 6, et à la question 6, aux questions 5 et 6. Et enfin, on te propose d'étudier un cas particulier d'un changement de direction, le cas d'une rotation autour d'un point, donc où on n'a pas de vitesse de translation. Donc dans notre torseur cinématique, ça revient à dire qu'on n'a pas de vecteur moment. Le vecteur vitesse vaut vecteur nul. Et on a uniquement une rotation autour d'un seul point. Ok.
Voilà qui concluait les parties 1.2 et 1.3. On va basculer sur le corrigé pour voir le détail des réponses à ces questions-là. Pour la question 1, on te demandait d'écrire les torseurs cinématiques de 2 par rapport à 1 et de 3 par rapport à 1. La liaison entre le solide 2 et le solide 1 était une liaison pivot d'axe CDY1. Et donc évidemment, le torseur d'une liaison pivot, le torseur cinématique, j'entends bien, est un torseur qui comporte une seule rotation dans la direction Y1 dans notre cas, puisque le seul degré de liberté pour une liaison pivot, tu le sais, c'est une rotation autour de l'axe de la liaison. Et pour le torseur du cinématique de 3 par rapport à 1, on a un seul degré de liberté en rotation autour de... Alors cette fois-ci c'était CGY1. Donc, attention, j'avais oublié de préciser le point dans lequel je travaillais. Je te rappelle que, donc là c'est un oubli, hein, c'est pas du tout une volonté pédagogique, j'avais juste oublié de préciser le point. Et c'est fondamental de préciser le point dans lequel tu travailles ainsi que la base dans laquelle tu travailles quand tu écris un torseur, puisque sinon c'est à peu près comme si tu ne disais rien, puisqu'il n'est pas possible de calculer ou de comprendre le calcul de quelqu'un qui n'a pas précisé le point dans lequel il travaille ou la base dans laquelle il a travaillé. C'est fondamental. Donc, gros oubli de ma part sur ce coup-là. Pour la question 2, on te demandait d'écrire la vitesse au point ID dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Pour ça, je te propose d'exploiter une composition des vitesses en disant que la vitesse au point ID dans le mouvement de 2 par rapport à 0 se décompose comme étant la vitesse au point ID dans le mouvement de 2 par rapport à 1 plus celle au point ID dans le mouvement de 1 par rapport à 0, en utilisant la relation de Varignon dans un premier temps pour la vitesse au point ID dans le mouvement de 2 par rapport à 1, et donc en exploitant le résultat de la question 1 qui nous dit que le point CD est un point de vitesse nul pour le mouvement de 2 par rapport à 1, on peut alors écrire à partir de la relation de Varignon que la vitesse au point ID dans le mouvement de 2 par rapport à 1, c'est tout simplement IDCD vectoriel oméga de 2 par rapport à 1. Ça nous donne le résultat que vous voyez ici. Je fais pareil pour calculer VID appartenant à 1 par rapport à 0. Cette fois-ci, j'exploite un torseur cinématique qui nous était donné dans l'énoncé, qui était celui de 1 par rapport à 0 justement au point P. On te disait que ce torseur-là avait une rotation oméga 10 dans la direction Z0 et un point de vitesse au point P qui valait V dans la direction X1. En exploitant la relation de Varignon une nouvelle fois, j'obtiens que cette vitesse-là est celle-ci. Ici, jusque-là, il n'y avait pas de difficulté, c'est des calculs de sup, et n'importe qui devait plier ça en, je pense, 5 minutes. Pour la question 3, on te propose d'écrire une relation entre oméga 21 et oméga 10 en exploitant une relation de la vitesse au point ID dans le moment de 2 par rapport à 0. Donc là, on va exploiter l'hypothèse de roulement sans glissement en ID de 2 par rapport à 0, qui nous dit que cette vitesse-là, en ce point-là, vaut le vecteur nul. En exploitant également le résultat de la question 2, on sait que la vitesse au point ID dans le mouvement de 2 par rapport à 0 peut également s'écrire comme étant égal à V plus A oméga 10 moins R oméga 21 x1. En égalisant les deux équations que nous venons d'énoncer et en projetant dans la direction x1, on peut en déduire une relation entre oméga 21 et oméga 10. On poursuit avec la question 4 où on te demandait cette fois-ci d'exploiter, enfin plutôt d'écrire la relation entre oméga 31 et oméga 10. Pour ça, il fallait cette fois-ci exploiter la relation de roulement sans glissement au point IG dans le mouvement de 3 par rapport à 0, ce qui permettait de dire que la vitesse en ce point-là et dans le mouvement de 3 par rapport à 0, évidemment, est un vecteur nul. En exploitant une composition des vitesses, tu pouvais en déduire une autre expression de la vitesse au point IG dans le mouvement de 3 par rapport à 0, et donc écrire qu'oméga 31 c'est égal à V moins A oméga 10 divisé par R. La question 5 était relativement simple. On te disait que dans le cas d'une ligne droite, on souhaitait te faire écrire le torseur cinématique du solide 1 par rapport au solide 0. Comme on l'a dit précédemment, le mouvement dans ce cas-là est un mouvement de translation rectiligne. Et donc, ça veut dire que la vitesse de rotation de 1 par rapport à 0 est égale au vecteur nul. Le torseur cinématique de 1 par rapport à 0 qui nous était donné dans l'énoncé devient alors un torseur avec une résultante nulle et un vecteur vitesse qui vaut V dans la direction x1. Pour la question 6, on te demandait une relation entre oméga 21 et oméga 31 quand le robot effectue un tracé en ligne droite. On te dit donc implicitement
d'exploiter la question 3 et la question 5, ainsi que la question 4 évidemment, puisqu'on veut également te faire écrire une relation entre oméga 31 et les autres variables. Et donc, mais là on s'en doutait, on trouve que oméga 21, tout comme oméga 31, est égal à V sur R, et donc qu'effectivement, quand on veut faire un tracé en ligne droite, les roues doivent tourner à la même vitesse. Donc ça c'est assez simple et intuitif. On poursuit avec la question 7, où cette fois-ci on fait un tracé avec une trajectoire circulaire. Ici, je te propose d'utiliser la méthode de la dérivation vectorielle pour trouver la vitesse du point P dans le mouvement de 1 par rapport à 0. On te donnait le vecteur position OP qui était égal à R dans la direction Y1. Pour obtenir la vitesse, on dérive cette expression-là. R étant une constante, on sort R de l'opérateur dérivé. La dérivée d'un vecteur, ici Y1, c'est égal à la dérivée de ce vecteur dans sa propre base qui est R1, plus le taux de rotation par rapport au galiléen oméga 10 Z0, vectoriel, le vecteur lui-même. La dérivée d'un vecteur dans sa propre base vaut toujours et tout le temps le vecteur nul. Oméga 10 Z0 vectoriel Y1, ça nous donne du moins X1, fois oméga 10 évidemment. Et donc, en composant le tout, on trouve que la vitesse au point P dans le mouvement de 1 par rapport à 0 est égale à moins 0 oméga 10 dans la direction X1, un résultat relativement classique. En projetant dans la direction X1 et en exploitant la relation qui nous était donnée dans l'énoncé, stipulant que la vitesse au point P dans le mouvement de 1 par rapport à 0 est égale à V dans la direction X1, on trouve que V est égal à moins R oméga 10. Et donc, dit autrement, que oméga 10 est égal à moins V sur R. Pour la question 8, on te demande d'écrire les consignes oméga 21 et oméga 31 dans le cas d'une trajectoire circulaire. Autrement dit, on utilise la question 7 et les questions précédentes pour en déduire une relation entre les différentes vitesses de rotation, ici. Et donc en exploitant le résultat de la question 7 et en injectant ce résultat-là dans les équations trouvées précédemment, on trouve qu'oméga 21, c'est V facteur de R-A divisé par R, petit r fois grand R, et oméga 31, la même relation, mais cette fois-ci on remplace le signe devant A par un signe plus. Dans le cas d'une rotation autour de P, on aurait pu directement écrire la dernière équation qui est encadrée en rouge, stipulant qu'oméga 21 égale à moins oméga 31, puisque pour faire une rotation autour d'un même point, on doit avoir deux roues qui tournent dans un sens opposé. Ça, c'est la physique qui nous le dit. Maintenant, plutôt l'intuition physique qui nous le dit. Maintenant, le calcul mathématique va nous faire dire qu'autour de P, effectuer une rotation autour d'un seul et même point, ça veut dire qu'on a une vitesse de translation qui est nulle. Et donc, que en exploitant les relations trouvées aux questions, il me semble que c'était les questions 4 et 5, si je ne dis pas de bêtises, plutôt 3 et 4, et ben on trouve que oméga 21 c'est A oméga 10 sur R, et oméga 31 c'est la même relation avec un signe moins devant. Et on trouve bien que le quotient des deux taux de rotation, deux vecteurs vitesse de rotation, enfin les deux vitesses de rotation plutôt, est égal à moins 1. Dans la prochaine partie, on étudiera le basculement du robot dans un virage à partir d'une étude dynamique.